Physique d'Aladin qu'on dirait fabriqué pour Hollywood, cet homme de 41 ans est une énigme. Du côté sombre de sa force, Tariq Ramadan accumule mystère et ambiguïté. Il se proclame islamologue, mais est plus souvent décrit comme un prêcheur et même comme un activiste. On le voit, on l'a vu partout. Dans les banlieues françaises où il proclame aux jeunes beurs qu'il faut être fier d'être musulman. Dans toute l'Europe, où il multiplie les déclarations pour construire un islam occidental. On l'a accusé, on accuse Ramadan de tout. De défendre le port du voile, de ne pas condamner la lapidation des femmes, de radicaliser les jeunes musulmans et même d'être antisémite lorsqu'il dénonce le communautarisme de certains intellectuels français. Mais cet homme a aussi ses partisans, superstar des banlieues, il attire des foules considérables et offre un supplément d'âme aux altermondialistes. Au commencement était le Verbe, dit la Bible. Avec Tariq Ramadan, c'est pareil. Chez celui qui voulait être footballeur et qui rêve de rencontrer Zinedine Zidane, la parole est une arme qui le rend redoutable et redouté, comme en témoignent les 4 livres qui paraissent cet automne sur et autour du personnage. Dont celui de Lionel Favreau, 34 ans, licencié en histoire et journaliste d'investigation à Lyon pour l'hebdomadaire Lyon Mag. Lui est l'auteur de Tariq Ramadan dévoilé, longue enquête sur Ramadan et ses réseaux. L'accusateur face à son accusé, au commencement était le Verbe, à la fin aussi sans doute, mais commençons par l'essentiel. Tariq Ramadan, vous l'obsédé de Dieu, êtes-vous un homme dangereux ? Bonsoir à tous, bonsoir à nos invités. Tariq Ramadan, êtes-vous un homme dangereux? Vous avez sûrement lu les titres de la presse, on parle de vous un peu partout. Vous avez sûrement lu cette manchette parue dimanche. Tariq Ramadan menace-t-il la démocratie? Alors votre réponse à vous? Ben non, je pense ne pas du tout être une personne dangereuse. Je pense plutôt, depuis maintenant une vingtaine d'années, travailler à ce que nous réussissions à nous réconcilier, à vivre ensemble, en sachant une chose depuis le départ, que mon projet va susciter la controverse. Quand vous êtes entre deux mondes... une incompréhension, un acharnement contre vous? Non, quand vous êtes entre deux mondes et que vous essayez de construire des ponts, par la force des choses, vous allez trouver du côté des musulmans, de la controverse, des gens qui ne vous comprennent pas, qui pensent que vous n'êtes pas suffisamment musulman, et ça m'arrive beaucoup. Et du côté de l'Occident où je vis, effectivement, de l'incompréhension, des questions qui se posent, parce que vous troublez par les questions que vous posez. Donc aujourd'hui, je me trouve en face de cela, mais il y a aussi dans mon discours un certain nombre de choses que je bouscule, de choses que je remets en cause et qui ne plaisent pas forcément. Par exemple, pour des gens qui promeuvent une laïcité qu'ils confondent avec l'absence absolue de religion, dire la religion a un rôle les gêne. Et provoque le débat et parfois le conflit. Alors je crois que c'est la première fois que vous rencontrez l'un de vos accusateurs les plus assidus, même les plus féroces, Lionel Favreau, enquêteur. Alors vous êtes très clair, vous dites « j'ai en face de moi un imposteur, un adepte du double langage », vous dites un islamiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, nous on considère à Lyon Mag que vous êtes un homme dangereux, on le dit face à face. Et d'ailleurs, je suis content de vous rencontrer enfin, puisque ça fait 5 ans qu'on multiplie les demandes d'interview. Chaque fois, vous dégonflez pour des raisons qui m'échappent, y compris pour ce livre. Je vous ai même fait un envoi en recommandé. Alors ce soir, vous l'avez, grâce à Infrarouge. De manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Vous nous avez dit, je vous rencontrerai avec mon avocat. Finalement, vous n'avez pas donné suite. Donc je suis content enfin d'être face à vous. Alors, effectivement, moi, je considère que vous êtes un homme dangereux. Pourquoi? Parce que vous, depuis une dizaine d'années, vous écumez les plateaux télévisés pour donner une image de vous qui ne correspond pas vraiment, mais pas du tout, à ce que vous allez professer dans les banlieues françaises, notamment. Quand vous êtes sur un plateau télévisé, vous faites de belles déclarations, je suis pour des passerelles entre l'Occident, l'Orient, je suscite des incompréhensions. Et quand on vous retrouve, et à Lyon Mag, on allait vous voir à plusieurs reprises, dans les mosquées de la banlieue lyonnaise ou dans des salles, etc. Mes propos quand vous les citez. À plusieurs reprises, on a pu voir que vous transformez en un redoutable prêcheur islamiste
Et quand Qu'est-ce vous que dites... ça veut dire? Alors, essayons d'être Oui, un non, tout mais petit peu concret. on va être Qu'est-ce que concret, ça il y veut a dire? pas de Parce que vous difficulté. dites, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère dans votre livre. Vous dites notamment dans Non, la on peut donner des préface exemples concrets, il y a pas de qu'il est ambigu face au terrorisme, qu'il est membre des Frères musulmans, qu'il est antisémite, qu'il a une haine radicale de la modernité, qu'il a un mépris des femmes. Alors vous dites aussi islamiste très souvent. C'est quoi exactement? Comme ça, Tariq Ramadan va pouvoir vous répondre. C'est quoi islamiste? Pour nous, et je pense que c'est la définition la plus courante, notamment dans la presse, vous êtes un islamiste parce que vous faites un mélange total du politique et du religieux. Et j'irais même au-delà, c'est que pour vous... Vous pouvez donner un exemple très précis, bien s'il vous entendu, plaît. tout doit passer au crible de la religion. Donnez-moi un exemple. Mais, bien entendu, mais les exemples, ils sont multiples. Alors, Commençons. un seul, je vous donne un seul. Non, on a 1 heure devant nous. Mais moi, je vous allez en en demande avoir un seul. Vous allez en avoir des dizaines d'exemples. Le principal, par exemple. Vous allez dire que vous dites à vos fidèles de respecter la Constitution, le pays, les lois du pays ville, etc. Et quand vous êtes dans les banlieues, on a des cassettes, on les a enregistrées, on les a écoutées, vous allez dire la source fondamentale du droit, c'est quoi? C'est le Coran. Je suis désolé, c'est un double discours. Vous pouvez me citer la source? C'est absolument faux. Ce que vous Si, dites c'est est un vrai. mensonge Un autre constitué. exemple. Attendez, moi j'ai pris la peine, excusez-moi, d'écouter vos cassettes. Vous avez cette cassette, ça s'appelle Islam et laïcité. Vous diffusez ça notamment par vos amis des éditions Tawhid, à Lyon, qu'on connaît bien. Vous dites on veut un état de droit par ordre de Dieu. Et pas un état de droit par ordre de Dieu, et pas je défie n'importe qui nous écoute ce soir. Mais on peut mettre la cassette, elle est calée, il n'y a aucun problème. Et vous dites, un état de droit par ordre de Dieu. Et vous n'ai dites jamais pas, utilisé cette formule. Si, pas l'état de droit à la mode occidentale. Vous le dites, il faut l'assumer. C'est là-dedans, on peut l'écouter. Nous, on a un site internet, on le mettra en ligne. Alors, ce sera est-ce que facile je à peux vérifier. répondre à cela? Donc, si j'ai bien compris vos accusations, vous avez en face de vous un islamiste qui pratique un islam politique, c'est-à-dire en quelque sorte qui veut, parce que vous le dites souvent dans votre livre, vous voulez isoler la communauté musulmane, vous voulez en quelque sorte provoquer un clash entre la communauté musulmane, c'est bien cela, oui, et nos sociétés. Voilà, c'est ça. Constate, alors, écoutez, effectivement, c'est Attends, ça. on va laisser répondre. D'abord, deux choses. J'aurais voulu également pouvoir débattre ce soir avec Caroline Fourest qui a refusé le débat. Vous êtes là et j'en suis content. Vous êtes ici et vous êtes là au nom de Lyon Mag. Et il faut dire, parce qu'on dit sur qui porte le livre, mais on ne dit pas qui l'écrit. Vous êtes dans un journal qui accumule les procès. Vous êtes considéré comme controversé et peu sérieux. Et vous venez de perdre un procès. Vous venez de perdre un procès contre moi et vous êtes mis en examen. Premier élément. Vous êtes mis en examen pour l'affaire de l'imam. Attendez, on va laisser Très répondre. rapidement. Très rapidement. Non, mais passer. ça, c'est des choses qui sont vraies et qui sont avérées. J'aimerais simplement vous dire une chose. On lit un livre et vous dites « j'ai des références ». Et vous faites exactement ce que vous venez de faire. C'est-à-dire que vous montrez une cassette en disant « j'ai la source », mais c'est jamais très précis. Monsieur, vous êtes universitaire, quand on cite un livre, on met la page de sa citation. Pourquoi ne citez-vous pas les pages de vos citations? Vous avez peur qu'on aille vérifier? Parce que la majorité de vos citations sont sorties de leur contexte et qu'elles ne sont pas vérifiées. Deuxième élément, monsieur, laissez-moi simplement mettre en évidence un certain nombre d'éléments et j'ai une question Alors prenez un exemple et on va laisser répondre. Très rapidement. D'abord, la majorité des noms en français et en arabe sont totalement faux. Vous dites que quand je vais dans un pays musulman, je m'habille à l'oriental ou à l'africaine. Vous avez un exemple, ça ne m'est jamais arrivé. La seule fois où je me suis habillé à l'oriental, monsieur, c'était pendant le pèlerinage, ça ne m'est jamais arrivé. Vous dites en plus que le Kroc Institute des États-Unis est un institut intégriste catholique, là où j'allais travailler, mais il est reconnu par tous les États-Unis comme étant un institut catholique progressiste, monsieur. Parce qu'un musulman dans un institut intégriste, ça ne marcherait pas. Mais comme vous voulez mettre de l'intégrisme partout, vous avez ajouté cet exemple. Dernier élément, un peu cocasse, monsieur, vous êtes ici à Genève, vous voulez montrer combien j'ai le souci de monter, d'être reconnu. Et en fait, dès que j'ai commencé à avoir de la popularité, je suis passé du quartier de la Servette au quartier bourgeois des Avanchets. Quand vous venez à Genève dire des âneries pareilles, monsieur, c'est comme quand vous dites à quelqu'un, il a monté, il est allé dans le quartier bourgeois des Minguettes ou de Barbès. Je sais pas si vous voulez c'est faire. Alors, quartier des Avanchets, effectivement, c'est la banlieue de Genève. C'est comme ceci partout. Alors j'ai un exemple, monsieur. C'est trop facile. Vous voulez montrer la Tarqiya. Vous voulez montrer la Tarqiya, le double discours de Tariq Ramadan. Le double discours de Tariq Ramadan. Le double discours de Tariq Ramadan, vous dites ceci. Monsieur, j'ai été doyen dans un collège, le collège de Saussure à Genève. Et j'ai dit effectivement, pendant toutes ces années, je ne parle pas de religion, je ne m'implique pas sur la scène publique parce que j'ai un rôle de fonctionnaire d'État avec un rôle particulier comme doyen. Et je dis, c'est le devoir de réserve qui est demandé à un fonctionnaire et je le respecte.
comment ça se traduit dans vos propos? Tariq Ramadan dit lui-même qu'il ne parle pas de religion, et en fait, c'est la taqiyya des musulmans. Oui, double discours qui se cache. Alors, on va résumer. Donc, vos accusations très précises. Le devoir de réserve du fonctionnaire devient la taqiyya du musulman. Des généralités. Alors, on va écouter Lionel. Alors, allez-y. Allez-y. Alors, tout d'abord, sur le procès, chronologiquement, vous avez attaqué sur le procès. Vous avez fait 2 procès. On va passer très rapidement. Allez-y. Vous avez fait 2 procès. Mais vous l'avez perdu pour l'instant. Vous avez perdu pour diffamation. Il y avait 2 procès. Il y en a un, on l'a perdu. L'autre, on l'a gagné. Mais c'est pas le vôtre. Et vous n'avez. C'est pas le vôtre. Non. Alors, attendez. Maintenant, vous répondez vraiment sur le. Je ne peux pas laisser passer ce mensonge. C'est celui de Monsieur Sfer c'est de Monsieur Vous avez Sfer. attaqué et Lyon Mag et Antoine Sfer. Vous l'avez perdu. Et vous n'avez même pas osé. Vous avez même pas 2500 euros, cher monsieur. Vous n'avez même pas osé aller en cassation. Et quant au procès que nous avons perdu, pour le moment, il y a un partout. C'est ce que je voulais honnête, connaître, parce que vous êtes malhonnête comme d'habitude. On a perdu un procès, alors moi je vous interromps. Celui-ci est en cassation. On n'est pas là pour savoir qui a gagné un procès. Il y a une accusation très précise. Attendez, il y a un élément de fond intéressant. Il y a un élément de fond intéressant. Votre accusation qui est réfutée, vous avez en face de vous quelqu'un qui pratique, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le fond, c'est l'idée de votre livre, un islam politique, c'est-à-dire quelqu'un qui fait largement déborder la religion en l'occurrence islamique, sur la scène sociale, et c'est dangereux. Donnez un exemple, par exemple. Vous faites des cassettes sur la... Attendez, c'est trop facile. Attendez, allez-y. Vous faites des cassettes sur la culture islamique. Vous donnez une grille de lecture pour dire les œuvres, il faut les regarder en fonction de nos critères islamiques. Non, je veux dire, la culture, elle peut s'exprimer, s'apprécier en dehors d'un point de vue religieux. Vous ne faites pas l'étonner. Vous vendez des dizaines de cassettes, dizaines de milliers de cassettes. Mais évidemment, puis-je répondre à cela? Attendez. Sur ce plateau, vous allez faire votre choix habituel, lever les yeux au ciel, faire un grand sourire. Mais parce que c'est stupide ce que vous êtes en train de dire, je suis désolé. Attendez. Je lève les yeux au ciel quand j'ai affaire à la stupidité. On est les seuls à le dire, peut-être? C'est aussi la thèse de Caroline Forest. C'est aussi la thèse de Caroline Forest, double langage, utilisation... Alors allez-y, répondez. Encore une fois, Caroline Forest a exactement les mêmes méthodes que monsieur. Il s'agit de prendre 3 mots, de les placer dans un argumentaire qu'elle construit sans mettre en évidence l'ensemble de mon argument. Je prends 2 exemples, très rapidement. Le premier exemple, le premier que vous avez pris, sur la Constitution. Je dis aux musulmans, effectivement, écoutez, si il advenait que dans un pays, la Constitution nous interdise de pouvoir pratiquer les fondamentaux de notre religion, nous nous battrions pour être respectés. Mais j'ajoute, là, Caroline Forest s'arrête, comme vous d'ailleurs, et j'ajoute tout de suite après, mais toutes les constitutions européennes respectent ce que les musulmans ont de fondamentaux. Donc on n'a aucun problème avec les constitutions. Premier élément. Deuxième élément, monsieur, sur la culture. Vous êtes toujours dans le oui, mais. Oui, la Constitution la respecte, mais si c'est pas... Allez-y pour votre deuxième élément, puis on va passer au témoin. Il y a des questions, il n'y a pas de demi-mesure. Je respecte la Constitution et je n'ai pas de problème avec la Constitution, il n'y a pas de demi-mesure, vous avez la réponse. Deuxième élément. Non, mais attends, c'est trop facile. Qu'est-ce que vous allez faire toutes ces cassettes où vous dites il y a oui, mais quand vous parlez des femmes... Oui, mais... Non, recommencez pas avec... Alors moi, je vous propose à l'un et à l'autre qu'on passe à des exemples précis. On passe à des exemples précis. L'autre élément, celui que vous venez de la culture, celui de la culture. Je suis, et je l'affirme, un Européen de confession musulmane. Et j'accepte de la culture française, de la culture britannique, tout ce qui peut m'intéresser. Je suis comme vous, je peux être sélectif. Mais quand j'ai une conscience religieuse, dans la culture qui m'est offerte, j'ai le droit de faire des choix. J'ai le droit, par exemple, de refuser de regarder des films où il y a de la violence ou de la pornographie. C'est mon droit. C'est ça qui s'appelle avoir une sélection dans la culture. Alors, est-ce que c'est pour cela? Deux livres, on avance un petit peu. Vous aurez l'occasion tout à l'heure. Ce que vous voulez donner aux jeunes musulmans, c'est une grille de lecture complètement sectaire, qui les coupe de la société où ils vivent. Donnez un exemple. Vous venez de dire, je suis un Européen de confession musulmane, etc. Dans une conférence qu'on cite dans le livre, vous dites français, musulman, musulman, français, c'est trop compliqué. Musulman, c'est votre conception de la vie et de la mort. Oui. Musulman d'abord. C'est juste. Non, j'ai jamais dit ça. C'est juste votre situation géographique. Alors, j'ai jamais dit, d'accord, on va avancer un petit peu, et comme ça, vous aurez l'occasion, on va passer à des exemples plus précis. Français, c'est pas votre identité, c'est juste votre situation. Ramadan, deux livres, en tout cas, sont sortis déjà sur vous. 2 sont en préparation, dont celui d'un journaliste de la presse suisse, Yann Hamel, journaliste notamment au Matin et à l'Illustré. Ramadan inspire aussi notre spécialiste tout-terrain ce soir de la religion, Mix et Remix, dessinateur à l'hebdo, qui va suivre et commenter par dessin, ce qui se dit sur ce plateau. Voilà, d'ailleurs, un premier dessin.
Alors on aura en tout cas rarement vu une personnalité susciter autant de passion, autant de controverses aussi, d'admiration, de haine. Vous avez été très nombreux à nous écrire. Je vous lis quelques messages qui sont passés sur notre site. Continuez d'ailleurs à le faire ce soir. Monsieur Ramadan se fiche de la religion. Son projet est de supprimer les valeurs issues des Lumières. Je ne comprends pas du tout cette animosité contre Ramadan. L'islam est une religion de paix et de tolérance, je vous le disais, vous divisez. Toute religion est mauvaise, mon église à moi est le monde, pas une mosquée ni une église. Ou encore ce discours, l'Occident humaniste donne des armes à des fanatiques qui abusent de notre tolérance. Cette accusation de double discours, Tariq Ramadan revient en permanence en France, on l'a entendu, mais aussi en Suisse. Alors je propose qu'on écoute en duplex de Sion Oscar Freisinger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en duplex avec nous, Conseil national UDC. Vous, Oscar Freisinger, vous utilisez aussi fréquemment le nom de Ramadan. Vous l'avez fait durant la campagne sur les naturalisations, un peu comme repoussoir, un peu pour indiquer les dangers qui nous menacent. Alors, je vous laisse étayer vos accusations, mais Monsieur Ramadan va pouvoir vous répondre. Parfaitement. Je pense que le combat par la terreur, même l'islamiste le plus obtus s'est aperçu que c'était un combat à terme perdu. Donc, il fallait trouver d'autres stratégies. Les stratégies sont simples. C'est l'infiltration et le positionnement dans les espaces de libre expression. Où se trouvent-elles? Eh bien, évidemment, ces espaces se trouvent en Occident. Le but, c'est de pénétrer les instances démocratiques. C'est de devenir acteur de plein droit dans cette société civile, de miner, de contrôler, de dominer cette société. L'islamisme, en ce sens, à mon avis, et c'est là où on doit se veiller, de ne pas laisser les choses avancer trop loin, c'est la déclaration de guerre à l'Occident, c'est très clair. Maintenant, le rôle de M. Tariq Ramadan, moi je pense qu'il est une sorte de maillon intermédiaire. Il essaye de légitimer l'international islamiste par le discours intellectuel. C'est une sorte de rabatteur, de directeur des consciences qui soigne les formes pour mieux faire passer son contenu. Et il les soigne bien, ces formes. Mais le contenu reste toujours le même. C'est un contenu qui est fondamentaliste. Alors il lisse les aspérités, il modernise le discours. Il a une énorme influence dans les banlieues, une énorme influence aussi sur les cols blancs, mais ça reste toujours le même fond de discours. Alors, pour rassurer les citoyens suisses, dont je suis, et pour bien prouver combien il s'adapte à notre état de droit, Oscar tout à fait, dont il est aussi. Il a le passeport suisse. J'aimerais revenir, puisqu'il se dit universaliste, à lui poser une question essentielle pour moi. Concernant cette fameuse lapidation des femmes, j'aimerais bien savoir en son âme et conscience, sa conscience individuelle, en tant qu'universaliste, j'aimerais bien pour nous rassurer qu'il dise ici sans équivoque qu'il condamne cet acte barbare. Et alors, ce serait déjà un bon pas dans la bonne direction. Mais j'aimerais pas qu'il commence à faire un discours formaliste, à dire il faut faire un moratoire, il faut ouvrir un débat, discuter sur la grandeur des cailloux qu'on va jeter sur les femmes. C'est pas ça que j'aimerais. C'est une condamnation sans équivoque de cet acte barbare. D'accord. Alors on va laisser Tariq Ramadan vous répondre. Écoutez, la condamnation de la lapidation, je l'ai faite par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport au Nigeria. J'ai pris des positions extrêmement claires là-dessus. Ma position de condamnation là-dessus, je n'ai pas à revenir là-dessus, à me justifier en face d'un concitoyen qui, pour m'offrir ou m'octroyer le droit d'être citoyen comme lui, veut que je me justifie par rapport à un certain nombre de choses. J'aimerais dire une chose, c'est que, bien sûr, j'ai mis en évidence le fait du moratoire pour le monde musulman, au-delà de ma condamnation à moi, parce que vous faire plaisir, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il faut que vous entendiez que des musulmans sont croyants, qu'il y a des textes qui réfèrent. Alors moi, je n'ai pas simplement parlé de la lapidation des femmes, monsieur, parce que la lapidation en islam ne concerne pas uniquement les femmes. Dans la lecture classique, elle concerne les hommes et les femmes. Dans la lecture la plus littéraliste, elle concerne tout le monde. On a spécifié ceci. Et ma position par rapport à cela, c'est de dire ceci. Il y a des textes qui réfèrent à cela. Et ces textes-là, il n'y a pas un accord entre les savants dans leur lecture, dans leurs conditions et dans les contextes. Pour moi, je m'y oppose et je pense qu'elles ne sont pas applicables et qu'elles ne doivent pas être appliquées. Pourquoi Tariq Ramadan, excusez-moi, parce qu'on... J'aimerais bien répondre. Pourquoi simplement ne pas dire « je condamne » sans parler de moratoire? J'ai expliqué. Vous me demandez ma position. Je le fais. Maintenant, je vous dis comment je parle au monde musulman. Si je voulais un double discours, je vous dis je condamne, puis là, c'est tout. Puis je m'arrête là, puis je vous fais plaisir. Mon but n'est pas là. Je parle aux musulmans et je vais dans le monde musulman. Dans le monde musulman, on se réfère au texte. J'aimerais amener le monde musulman, non pas simplement à vous suivre, parce qu'il y a une hypocrisie en Occident. On tombe à bras raccourcis sur le Nigeria. Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs universelles ou dans le fond? Laissez-moi finir. On tombe à bras raccourcis sur le Nigeria, mais on ne dit rien sur l'Arabie Saoudite avec laquelle on a des relations. Ma position est de dire au monde musulman, il y a des textes, mais les savants ne sont pas d'accord.
Pour l'instant, ce qu'il faut qu'on fasse immédiatement, c'est qu'on arrête tous les châtiments corporels et la peine de mort dans le monde musulman, moratoire, pour qu'il y ait une discussion interne. Parce que je sais que dans cette discussion interne, il n'y aura pas de consensus et on peut aller vers la cessation. Mais écoutez, quand Tariq Ramadan utilise le moratoire, ça fait un scandale. Quand Jacques Chirac, sur la peine de mort, juste avant d'aller en Chine, dit il faut un moratoire sur la peine de mort pour faire évoluer les mentalités parce que ça prend du temps, personne ne s'inquiète. Le noble moratoire de Jacques Chirac, l'ignoble moratoire de Ramadan. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec Amnesty International, qui a exactement la même politique du moratoire pour faire évoluer les mentalités. Ma position donc, Monsieur Freisinger, elle est claire. Et en même temps, j'explique pourquoi je parle de moratoire. Mais j'aimerais vous dire une chose, monsieur. La façon dont vous parlez, parce qu'encore une fois, vous utilisez l'islamisme comme Monsieur Lionel Favreau le fait, comme un épouvantail pour faire peur. Vous avez de la peine à admettre qu'on puisse être un citoyen suisse de confession musulmane, s'engager comme citoyen, c'est ce que je demande, et vous ne m'avez toujours pas prouvé, ni vous, ni d'ailleurs Monsieur Favreau, en quoi j'étais islamiste. Et j'aimerais, laissez-moi terminer, et j'aimerais vous dire, Monsieur Freisinger, vous qui défendez la Suisse et qui émettez des réserves quant au fait qu'on m'ait donné la naturalisation, l'avenir montrera, monsieur, qu'entre l'idée que vous faites de la Suisse, d'une Suisse raciste et xénophobe, d'une Suisse où on s'enferme, on est frileux vis-à-vis de l'étranger, et l'idée que je me fais d'une Suisse plurielle et tolérante, ouverte à tous les citoyens de toutes les confessions, on verra, monsieur, qui défend le plus la dignité de ce pays entre vous et moi. Et je crois humblement que c'est moi plus que vous. Un mot pour monsieur Freisinger, et puis ensuite on va dire au revoir au Valais. Je vous laisse répondre, monsieur Freisinger. Bien, écoutez, je trouve beaucoup plus rassurant mon souverainisme qui, quelque part, se réfère à un état de droit, à certaines lois tout à fait précises, que cet internationalisme islamiste, qui est le fascisme et le communisme moderne, qui est un totalitarisme extrêmement menaçant, qui est en train d'avoir une envergure planétaire et qui réellement a de quoi nous inquiéter. Je préfère m'inquiéter avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, on a compris votre position. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que je constate qu'une fois de plus, moi je ne vais pas rentrer dans le débat politique suisse, mais je constate une fois de plus qu'il y a une question claire sur lapidation, vous tournez autour du pot, que dans certains de vos livres... Où est-ce que j'ai tourné autour du pot, cher monsieur? Vous dites où est-ce que j'ai tourné? Vous dites c'est une référence à respecter, et vous dites... J'ai pas dit cela. Si, dans vos livres, vous le dites. Et ce soir, vous dites... Ce soir... Attendez, on va pas faire un travail de bibliothécaire ce soir. Mais écoutez, je l'ai condamné dans tous mes ouvrages, je l'ai condamné dans l'ouvrage qui est ici, ce que je crois. Arrêtez de dire n'importe quoi, je connais votre système qui est de dire ça à la télévision et d'aller dire autre chose dans les banlieues. Où est-ce que je l'ai dit? Donc, mais c'est vous le double discours. Vous n'étayez jamais vos preuves. C'est facile de venir à la télévision dire vous dites autre chose ailleurs et vous ne le prouvez pas. Et quand on vous demande où c'est là, il y a préfacé par Tariq Ramadan, puisque vous êtes toujours dans le 8 mai. Donc vous dites, je suis contre l'abnégation, mais dans certains pays, je dois dire différemment, etc. Non, je dis la même chose, monsieur. Je dis la même chose. On doit dire non partout. Je dis le moratoire. Je dis le moratoire au Nigeria. Je dis le moratoire partout. Je dis la même chose. Un moratoire en France aussi? Vous pensez qu'il y a des jeunes des banlieues qui ont envie de lapider les femmes? Vous n'êtes pas sérieux dans votre façon de faire. Alors j'aimerais donner la parole. Mais allez-y alors. Allez-y. Votre argument, il m'interrompt sans arrêt. Non, allez-y. Mais donnez votre exemple. Oui, alors. Premièrement, on va enchaîner, on va sortir de la lapidation, mais je considère que vous n'êtes toujours pas clair. Je répète que vous dites dans vos livres que c'est une référence à respecter. C'est une double audition que vous avez. Vous êtes toujours dans le 8 mai, notamment sur les femmes. C'est-à-dire que vous dites je ne suis pas contre le châtiment corporel, je ne suis pas pour l'égalité homme-femme, je défends même un féminisme musulman. Et vous préfacez un livre où on peut lire noir sur blanc. J'ai pris la peine de la photocopier ce soir, vous ne me direz pas que je l'ai inventé. Lorsque l'épouse, n'obéissant pas aux règles de la morale conjugale, fait volontairement preuve de désinvolture, il sera permis de lui infliger une tape légère. Et vous dites, et là, l'auteur, ce que vous préfacez, c'est un bouquin préfacé par Tariq Ramadan, et elle enchaîne en disant, ça se comprend, parce que lors d'une scène conjugale, en général, les femmes sombrent dans l'hystérie. Continuez le paragraphe. Mais bien sûr, l'expression frappez-les signifie donner une tape légère. Continuez la fin du paragraphe où elle dit la violence domestique est interdite en islam. Mais c'est trop facile. Vous ne terminez pas le paragraphe. Parce que vous êtes toujours dans le 8 mai. Vous passez un message en disant... Je vais vous dire une chose, monsieur. Mais une chose... Attendez, monsieur Ramadan... C'est terminé, vous avez lu l'exemple. Ce n'est pas permis de battre les femmes. Ce n'est pas permis de battre les femmes, point. Pourquoi vous n'arrêtez pas là? Pourquoi vous faites cet argumentaire? Alors écoutez, premier élément, pourquoi vous préfacez ce livre? Pourquoi vous le cautionnez? Non, je préface un ouvrage d'une femme, effectivement, qui prend la peine d'écrire et qui, elle, développe effectivement un féminisme musulman. Dans le texte dont vous ne terminez pas le paragraphe, elle dit « la violence conjugale n'est pas islamique ». Elle le dit en toutes lettres dans le texte, on pourra vérifier, c'est le texte qui s'appelle « musulmane » tout simplement. Premier élément, vous,
vous citez par omission. Dernier élément, que monsieur. vous êtes toujours Dernier élément. vous étiez clair, monsieur, si vous vouliez vous parler de la feriez pas cet violence, mais argumentaire. laissez-moi terminer. Si vous vouliez parler de la violence domestique ou la violence conjugale, vous me citeriez moi. Dans ce livre-là, dans tous mes ouvrages, la violence conjugale est interdite en islam. Rien ne peut la cautionner. Pourquoi vous cautionnez ce livre? Mais parce que je cautionne un livre que vous ne citez pas complètement, monsieur. Vous êtes Alors malhonnête j'aimerais maintenant donner intellectuellement. la parole à deux intellectuels Ramadan, suisses. demandez J'aimerais des donner la leçons parole aux d'honnêteté personnes que nous intellectuelle, avons ça fera beaucoup de invitées. Tout d'abord, Regardez votre livre. une ex-étudiante de Tariq Ramadan à l'Université de Fribourg, spécialiste de l'islam. Vous êtes doctorante à l'Université de Fribourg et à la Sorbonne, Madame Mallory Purdy. Vous alors, vous défendez l'honnêteté intellectuelle de Tariq Ramadan, je crois que c'est cela. Oui, totalement. Tariq Ramadan est quelqu'un que je connais maintenant depuis 7 ans. J'ai d'abord été une de ses étudiantes, comme vous l'avez mentionné, à l'Université de Fribourg. Et ensuite, nous avons été collaborateurs dans cette même Université de Fribourg. Et vraiment, que ce soit dans ses écrits ou dans ses cours, M. Ramadan tient systématiquement le même discours. C'est toujours ce discours de pont, de passerelle qu'il faut vraiment instauré entre l'Occident, l'Europe, la Suisse et l'islam. Et en fait, M. Ramadan constitue à lui-même ce pont. Et c'est un petit peu là, en fait, qu'on peut voir un problème parce que, oui, comme il essayait de le dire, pour essayer de faire avancer les choses, on est obligé d'essayer de se mettre dans les catégories des gens, d'expliquer les choses aux gens avec leurs termes. Alors ces accusations de double discours, à quelque part, elles sont vaines parce que vous ne pouvez pas expliquer des choses à quelqu'un en prenant vos catégories intellectuelles. Vous devez forcément entrer dans son monde. Et c'est ce que M. Ramadan essaie vraiment de faire. Et je pense aussi que ces accusations de double discours, finalement, elles viennent du fait que M. Ramadan est tiré de part et d'autre, comme il l'a dit en introduction. D'un côté, on veut absolument qu'il se positionne comme occidental, comme européen, mais d'un autre côté, le monde musulman le tire aussi parce qu'il n'est pas assez musulman. Et c'est vraiment une situation dans laquelle c'est presque impossible de gérer. Et le problème, je pense, d'une partie de tous ces accusateurs, c'est que le discours qu'essaie de tenir M. Ramadan n'entre pas dans nos catégories intellectuelles à nous, maintenant. Parce que soit on est européen, soit on est musulman. Et on n'a pas encore pris conscience qu'il existe des musulmans européens, qu'il y a des musulmans français, qu'il y a des musulmans suisses, qu'on doit compter avec eux aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'essaie de faire M. Ramadan. Vous aurez l'occasion de répondre, M. Favreau. Je vais aussi en passer la parole à Jean-Paul Basset, pasteur, professeur de théologie à l'Université de Genève. Vous aussi, vous êtes pour dire que vous avez affaire à un intellectuel honnête. Alors je vous demande de nous expliquer pourquoi cette incompréhension autour de la parole de M. Ramadan. Est-ce qu'il n'y a pas fatalement méprise, incompréhension entre l'islam et nous? Oui, merci de me donner la parole. Permettez-moi juste de corriger, c'est Jean-Claude et pas Jean-Paul Basset. Excusez-moi, Jean-Claude. C'est à l'Université de Lausanne et pas de Genève. Désolé. Jean-Claude Basset, Université de Lausanne. Cela dit, il me semble que l'échange que nous venons d'avoir illustre assez bien la difficulté et que ma voisine vient de reprendre à son compte, à savoir comment est-ce qu'on se comprend dans des mondes, des cultures différentes que des siècles ont développées de manière séparée. Il me semble que dans le propos, que ce soit pour la question du moratoire, que ce soit pour la nouvelle question abordée sur la place de la femme, il faut prendre en compte la dimension pédagogique. Et la raison pour laquelle mes propres contacts avec Tarek depuis un bon nombre d'années m'ont fait voir en lui quelqu'un qui s'efforce, et il est pédagogue, de faire comprendre dans des univers différents. Et donc je crois que la clé, c'est vraiment un écart des mondes qu'il essaye de rapprocher et non pas le double langage. À cet égard, je dois dire que votre livre m'a pas du tout convaincu sur le double langage, non pas sur la difficulté à communiquer. Alors effectivement, l'exemple du moratoire est très pertinent, c'est-à-dire qu'il y a des prescriptions qui sont dans le Coran. Bon, comment est-ce qu'on gère ça? Alors on peut effectivement facilement en Occident passer sur la référence coranique et affirmer « je condamne ». Est-ce que ça va vraiment faire changer les choses au niveau du monde musulman et plus globalement de ce monde qu'on essaye de rendre plus fraternel, plus juste? C'est important, ça. On aimerait bien vous comprendre. Donc vous, la fameuse polémique à la télévision française entre M. Sarkozy et M. Ramadan, ce moratoire qui a choqué beaucoup de gens, vous le comprenez? Alors, moratoire sur la lapidation? Effectivement, mais Tarek Ramadan vient de l'illustrer, à savoir que si on veut s'asseoir à une table, il faut arrêter. La première chose, c'est d'arrêter effectivement la lapidation. Le moratoire permet cette première étape et crée l'espace nécessaire pour instaurer un débat. Alors qu'une simple condamnation va faire plaisir au public français, mais ne va rien changer sur le fond.
Et il me semble qu'on s'inscrit dans une dynamique, et quand on connaît un petit peu la réalité, d'ailleurs non pas du Niger mais du Nigeria, on réalise à quel point il y a un processus, d'apprentissage et de prise de conscience dans le monde musulman. Merci, M. Basset. Je trouve la présentation un peu simpliste de dire, d'un côté, les musulmans qui tireraient Tariq Ramadan vers une lecture un peu intégriste de sa religion, alors qu'il est tiré de l'autre côté par les Occidentaux qui veulent le sortir. Je pense qu'on n'est pas deux cultures qui coexistent depuis des siècles. C'est pas vrai. Il y a une interprétation depuis des siècles. Et vous avez des musulmans qui critiquent ce que dit Tariq Ramadan en disant c'est un islamiste. À qui pensez-vous? Dites-moi, parce que bien vous entendu, êtes en train de me traiter d'islamiste. J'aimerais savoir les musulmans. Laissez parler, monsieur. Moi, je vous laisse parler. Il y a alors, allez-y, monsieur Favreau. Allez-y. Le grand moufti de Marseille, Sohaib Bedchek, il préface ce livre. Vous croyez qu'il préface ce livre parce que il le considère comme contre les musulmans, etc., etc. Vous avez au sein de la religion musulmane beaucoup de personnes qui se sentent aussi musulmans que vous, qui considèrent que vous ne pouvez pas les représenter. Donc dire que ce que vous racontez est un exemple d'incompréhension entre deux mondes, etc., etc. Non. Au sein même des musulmans, beaucoup contestent votre représentativité. D'accord, on vous a compris, on vous laisse répondre. Ce que j'aimerais vous poser comme question... Allez-y, rapidement. Juste une chose. Je suis content de vous entendre sur ce que vous entendez par un musulman par rapport à moi qui serais un islamiste, que vous n'avez toujours pas prouvé et expliqué sur mon engagement politique. Et vous parlez de Sohaib Bencher, le grand moufti de Marseille, et qui a préfacé ce livre. Que personne ne connaît en Suisse. Que personne ne connaît en Suisse, mais simplement très rapidement. Il est payé par l'Algérie. Attendez. Là, c'est difficile. Là, c'est vraiment difficile parce qu'il n'est pas là pour répondre. Non, pas dans le dénigrement. Attendez, c'est quand même impossible. C'est quand même incroyable qu'on me présente ici. Il me dénonce. Alors, je suis obligé de répondre pour dire... arguments, au lieu de dénigrer. La dénonciation, elle est celle-ci. Répondez à ces salaire de l'Algérie, lié au RCD d'Algérie, présenté comme un moufti, explique aux musulmans qu'on peut boire du café pendant le ramadan pour sociabiliser parce que c'est bon en France. Et puis j'aimerais vous dire une chose, c'est cocasse quand même que vous m'apportiez cet exemple contre la violence conjugale quand vous savez très bien qu'il est aujourd'hui en examen pour deux cas de violence par rapport à sa femme. J'aimerais, monsieur Ramadan, vous poser une question. Excusez-moi. J'aimerais vous poser la vraie question, finalement, monsieur Ramadan. La vraie question l'exemple du musulman ne peut pas... La vraie question, monsieur Ramadan, la vraie question... Attendez. D'accord. La vraie question que soulèvent en fait toutes les polémiques autour de votre personne est celle de savoir... La question intéressante pour nous, finalement, c'est celle de savoir... Si on peut être aujourd'hui, et c'est une interrogation qu'ont beaucoup de gens en Europe et beaucoup de gens en Suisse, est-ce qu'on peut être aujourd'hui musulman, pratiquant avec votre lecture de l'islam, qui, disons, est, comment dirais-je, rigoriste, enfin, qui correspond enfin, qui est rigoriste, je ne trouve pas d'autre nom. Par exemple, une femme, pour vous, est plutôt voilée, par exemple, vous parlez souvent de pudeur, enfin, vous avez une lecture du Coran qui n'est pas celle de tous les musulmans de Suisse, par exemple. Est-ce qu'on peut être musulman pratiquant comme vous l'êtes et participer de plein droit à la vie sociale, être citoyen suisse, citoyen européen? Voilà la question de fond. Alors, que répondez-vous? Ma réponse fondamentale à ceci, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, dans tous les pays européens, aux États-Unis, dans tout l'Occident, il n'y a absolument aucune contradiction entre le fait de vivre une vie de musulman pratiquant et les constitutions et le vivre ensemble. Ça, c'est ma thèse fondamentale. Ensuite, par rapport à la communauté musulmane, première des choses, je n'ai jamais dit que je représentais tous les musulmans. Et ma position par rapport aux femmes, c'est pas de dire elle doit être plus ceci que cela. Je dis aux femmes, vous avez le choix entre, si vous le voulez, porter le foulard, et ça ne doit pas être imposé aux femmes, ou si vous voulez, de ne pas le porter, et ça ne doit pas être imposé. Mais par exemple, je prends un exemple très précis. Faut-il accepter, par exemple, parce que le cas s'est posé, faut-il accepter qu'une jeune fille musulmane ne puisse pas aller à la piscine, exige une piscine séparée parce que sa famille, son père s'y oppose? Est-ce que c'est une attitude que vous dénoncez? Non, ça je ne dénonce pas. C'est pas à dénoncer ceci. Une femme. Est-ce que vous comprenez? Finalement, attendez. Une femme
Comme un homme d'ailleurs, comme un homme. Pourquoi vous parlez tout le temps des femmes sur le plan de la pudeur? Un homme comme une femme peut décider pour lui-même qu'il ne va pas à la piscine, que ça contrevient à ses normes de la pudeur. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont une autre norme de pudeur soient impudiques. C'est chacun peut décider. Et je crois qu'il n'y a pas de danger pour nos démocraties, pour nos écoles, quand on comprend qu'à partir d'un certain moment, quand c'est de soi à soi, les critères, je me les applique à moi de pudeur. Je respecte tout le cadre, mais sur le plan privé, je ne tiens pas... Parce que vous les diffusez à tous vos fidèles. Non, je parle de la pudeur. Je dis, quand quelqu'un fait ce choix de la pudeur pour lui-même, je crois que le minimum du vivre ensemble, c'est de l'admettre, de l'accepter, de le respecter. Alors cette question de l'islam, laïcité, est importante. Cette question d'islam et laïcité est importante. Moi, j'aimerais passer la parole à Yves Scheller. Yves Scheller, vous êtes président de l'Association suisse pour la laïcité. Vous êtes très connu comme un défenseur à tout craint de la laïcité. D'abord, commentez peut-être ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes convaincu par M. Ramadan lorsqu'il dit on peut tout à fait avoir ma lecture de l'islam et vivre comme citoyen suisse, comme citoyen de plein droit, respecter l'état de droit? Oui, mais le paradoxe, c'est que Tariq, je l'appelle par son prénom parce qu'on se connaît depuis 15 ans, Tariq se réclame de la laïcité tout en la combattant par ailleurs. La déclaration initiale qu'il a faite, par laquelle il disait la laïcité ne peut pas être une absence absolue de religion, est un procès d'intention. La laïcité n'est pas l'absence absolue de religion. Je m'égosille à le dire. On peut être croyant et laïque. On confond sans cesse, et là, Tariq, tu fais un amalgame, on confond sans cesse la laïcité et l'athéisme. Or, il y a aussi des fanatiques athées. Ce que nous défendons dans la laïcité, fondamentalement, c'est 3 droits, qui d'ailleurs vont de soi, puisque la liberté de conscience est absolue. C'est le droit de croire, le droit de ne pas croire, et très éventuellement le droit de changer d'avis. Cela dit, bien entendu, il y a des différences entre nous, mais je ne crois pas, contrairement à ce que dit Mme Schnevely, que ces différences soient aussi importantes. La laïcité insiste sur les ressemblances. On va peut-être pas faire une thèse sur la laïcité. Le thème de base, c'est le thème de cette soirée, c'est Tariq Ramadan pose-t-il un problème à la démocratie? Est-il dangereux? Quelle est votre réponse? Dangereux, pas plus que les autres communautaristes. Je n'ai pas dit qu'il transportait une ceinture de dynamite autour de lui, mais je trouve que les propos qu'il tient et que tiennent les autres communautaristes, il y a des communautaristes dans d'autres communautés, sont dangereux pour la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? C'est justement un espace commun dans lequel on insiste sur ce qui nous rassemble et non pas sur ce qui nous divise. Ce qui ne veut pas dire évidemment que les différences n'existent pas, elles existent. Mais en termes de citoyenneté, on essaye de vivre nos ressemblances qui existent, parce qu'évidemment, il y a des musulmans en Europe, pas de problème. D'ailleurs, s'ils peuvent vivre en Europe de façon relativement paisible, et plus paisible sans doute que dans leur propre pays, quand ils sont d'autres pays, parce qu'il y a des musulmans suisses. Mais soyez peut-être un petit peu concret. En quoi, que fait un Tariq Ramadan ou d'autres musulmans qui mettent en danger cet espace public, démocratique, laïque, selon vous? Eh bien, au nom du sacro-saint droit à la différence, ils réclament des différences de droit. C'est-à-dire, par exemple, soyez un peu concret. Eh bien, on demande que les musulmans que Tariq ne représente pas, il vient de le dire, d'accord, je lui en suis reconnaissant, on essaye de leur imposer, alors qu'ils sont très divers entre eux. D'accord. De l'Indonésie au Maroc, il y a des quantités d'islam. On essaye de leur imposer les registres du Coran, qui sont eux-mêmes une interprétation extrêmement étroite, puisque le Coran est lui-même interprété de façon extrêmement multiple. Et ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des musulmans en Europe, il y a aussi des laïcs et des athées dans des pays Attendez, comme la moi Turquie. Je m'excuse, mais je n'ai toujours pas compris. Vous m'avez dit au téléphone en préparant cette émission, il représente un danger pour nos démocraties, sa lecture du Coran, mais on aimerait juste comprendre en quoi, très précisément. Vous voulez une citation? Oui, par exemple. Oui. Le Coran dit Dieu accorde la supériorité à la femme, à l'homme, en vertu de la préférence qu'il lui donne. Je n'ai pas la sourate exactement dans la tête. Tariq va nous dire oui, mais il faut interpréter. Donne-moi la citation exacte. Je veux la page, l'alinéa. Bon, tu m'excuses, je n'ai pas pris mon Coran avec moi. Il se trouve simplement que tu fais des commentaires. Oui, mais alors on n'est pas dans un séminaire universitaire, au cas où tu t'en serais pas aperçu. On est dans une émission de radio, de télé.
on va pas. télévision. On n'est pas là pour se balancer des citations à la figure. On me demande d'en donner une. J'en donne une, mais ce que j'aimerais dire est relativement général, mais il me semble que ça a quand même une certaine valeur. Il existe entre les hommes aussi, à côté des différences, des ressemblances fondamentales. Et si on veut créer un lien civil, un lien civique entre les gens, c'est ces ressemblances qui doivent nous rassembler et non pas ces différences. Or, Tariq, comme tous les communautaristes, exalte les différences et cela est dangereux. Alors, allez-y, répondez, puis on va vous passer à la parole. J'aimerais répondre à cela. Premier élément, sur la question de la laïcité. Moi, je suis complètement d'accord avec la façon dont tu traduis la laïcité. La laïcité, c'est l'espace ouvert qui doit accepter tout le monde, toutes les religions. C'est pas l'absence de religiosité. Mais tu dois admettre comme moi, puisque moi, ce que je te reproche aujourd'hui en Suisse, c'est d'amener le débat français en Suisse dans les termes de la France et pas dans les termes de la Suisse. Non, parce que je pense que c'est différent. Je pense qu'on a une différence. Alors, non, simplement une chose. Il faut faire attention à cela. Le premier élément, c'est qu'on doit tous admettre ici qu'il y a en France, comme en Suisse parfois, mais en France, aujourd'hui une lecture de la laïcité qui est une lecture qui confond la laïcité avec l'absence de religion. Et je dis que ça n'est pas la laïcité. Là, on ne vous suit plus. Là, non, ce que je veux dire, on est dans un séminaire universitaire. Il faut rester vraiment un peu concret. Excusez-moi. Très concrètement. Pour certains, c'est pour certains, vivre dans la laïcité, c'est que toute manifestation de quelque chose de religieux est un danger pour la laïcité. Je pense que là, c'est une exagération. Alors moi, je vous donne un exemple, Tariq Ramadan. Une musulmane. C'est toi qui importe le problème français. Alors attendez, je vous donne un exemple, Tariq Ramadan. Je réponds à ce que tu as dit, parce que c'est pas mon opinion. Je vous donne un exemple. Une musulmane ne peut pas... Oui, mais vous faites un séminaire universitaire, on a de la peine à vous suivre. Une musulmane ne peut épouser un non-musulman à moins qu'il ne se convertisse. Non, mais attendez, je veux dire, la Constitution, il y a un principe en islam, effectivement. Laissez-moi terminer. Le principe de l'islam dit effectivement que dans ce sens-là, une femme musulmane devrait plutôt épouser un homme musulman. Aujourd'hui, ma position est celle-ci. La loi suisse, comme la loi française, n'impose pas à une femme musulmane d'épouser un non-musulman. C'est son choix. Elle est dans la latitude de la Constitution, elle ne contrevient pas. À chacun de choisir. Aujourd'hui, je suis en contact avec des femmes qui ont décidé de vivre avec des non-musulmans. Je ne dis pas qu'elles sont hors de la communauté musulmane, je ne les excommunie pas, elles sont présentes, je vis avec, et elles font leur choix. Il n'y a pas à les condamner, c'est leur choix personnel. Et dans ce sens-là... Pourquoi vous le déconseillez? Mais attendez, il y a des prescriptions, il y a des normes musulmanes, voilà, c'est dans une religion. Je crois qu'on est encore du problème, c'est que vous ne pouvez pas vous libérer d'une lecture intégriste du texte. Tout à l'heure, vous avez un mot, vous avez tout à l'heure parlé de pudeur pour parler des piscines. Là, on a à la télévision parler de pudeur. Alors, c'est un sentiment, on dit la pudeur, personne n'est contre la pudeur. Pourquoi, devant vos fidèles dans cette cassette, comme beaucoup d'autres, vous dites c'est pas islamique la piscine mixte? Eh ben, pourquoi vous ne le dites pas ici? Pourquoi vous ne tenez pas ce discours-là? Pourquoi vous parlez de pudeur? C'est parce que vous avez une lecture intégriste du texte, vous n'êtes pas capable de vous en libérer, comme le soulignait Michel à l'instant. C'est ça le problème. J'aimerais répondre. Il y a des croyants. Et ils ont des normes religieuses et spirituelles. Effectivement, les normes pour l'homme comme pour la femme de la tenue vestimentaire ne correspondent pas aux piscines mixtes. C'est à eux de choisir s'ils veulent y aller ou pas. C'est ça que je dis. Mais ça ne correspond pas. Mais les principes de l'islam, comme les principes de la tradition chrétienne ou juive, ont des normes et chacun a le droit de les respecter. Vous faites que répéter de manière inintelligente ce que dit le Coran et ce que disait avant votre grand-père. J'ai pas pu répondre à monsieur... Fondateur des frères musulmans. Vous pourrez répondre tout à l'heure. Vous répétez dans un contexte différent. Arrêtez de dire n'importe quoi. Salika Wenger, députée de l'Alliance de gauche à Genève, présidente de l'Association des Suisses contre les intégrismes. Vous êtes vous-même, vous êtes née dans un pays musulman, en Algérie, hein, vous êtes aujourd'hui suisse et française d'ailleurs, et vous battez contre la vision de la femme de Tariq Ramadan. Je vous laisse lui répondre ou lui poser des questions précises. Alors, d'abord, j'aimerais faire une petite remarque. C'est que j'ai adoré la liberté que nous donne Monsieur Ramadan de choisir la soumission. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. En effet, on peut choisir de porter le voile. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Ça, c'est clair pour moi. Il y a plein de femmes qui choisissent, madame. J'aimerais en être aussi sûre. Néanmoins, moi, je ne rentrerai pas dans toutes vos rhétoriques et dans toutes vos histoires. Je vais vous poser une question claire, nette et précise à laquelle il vous faudra répondre. On parle de la lapidation. Je ne crois pas que la lapidation soit l'unique problème des femmes musulmanes. J'ai pris des petites notes. Il y a la répudiation, il y a l'excision, il y a l'esclavage, il y a la polygamie. Alors, je vous pose une question simple.
Donnez-nous votre position claire à l'égard de ces choses et nous croirons que vous êtes un réel démocrate. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas vu l'ombre. Vous traitez tous vos détracteurs d'imbéciles et il semble que tous ceux qui émettent quelques critiques à votre égard ne soient pas des interlocuteurs suffisamment érudits. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'être érudit. Je crois qu'il existe des droits et des souffrances qui sont universelles et que quelle que soit la religion qu'on défend, il y a un certain nombre de droits et qu'on doit défendre, et puis de souffrances qu'on pourrait éviter à la moitié du ciel. Voilà, alors on va vous laisser répondre. Bah, écoutez, moi je ne veux pas dans cette émission-là, je vais répondre, mais je ne veux pas dans cette émission avoir à me justifier comme sur un tribunal où il faut dire, voilà, donnez-moi des réponses à ça, par oui ou par non, parce que c'est comme ça que vous serez un bon citoyen suisse. Je crois aujourd'hui... Il ne s'agit pas de citoyenneté, monsieur Ramadan. Mais bien sûr, il s'agit de citoyenneté. Je suis une femme alors, je vais vous dire une chose. D'origine musulmane. Madame. Je suis aujourd'hui athée et je vous pose des questions extrêmement précises. Alors, lesquelles questions se posent toutes les femmes qui trouvent qu'effectivement, vous êtes un danger, non pas pour la démocratie, parce qu'une démocratie qui serait remise en cause par une seule personne serait une démocratie qui serait très faible. Néanmoins, toutes les femmes, et c'est vrai que les femmes principalement, se posent des questions très précises et sont extrêmement inquiètes de ce qui se passe aujourd'hui. Et que considérer et nous faire croire que le choix, c'est le port du voile, il n'en est pas question. Nous nous sommes battus pour avoir le choix de disposer de nous-mêmes et de notre propre corps. Voilà, Madame Wenger, on va laisser Monsieur Ramadan répondre. J'affirme, mais avec force, sur cette question-là, que certaines femmes choisissent contre l'avis de leur famille, de leurs parents, le fait de porter le foulard et arrêter de dire le contraire parce que c'est prouvé partout. Deuxième élément, sur la question... bien sûr, partout, madame. Mais quelquefois, partout, ça veut pas dire jamais. Ça veut dire que parfois vous avez des femmes qui choisissent. On nous a supplié de faire un projet de loi pour interdire le voile à l'école parce que les jeunes filles étaient obligées par leurs parents de le porter. Alors ne me dites pas qu'elles choisissent. J'ai vu des gamines qui sont prépubères et qui portent le foulard. Ça, c'est Monsieur Ramadan. Et vous savez, comme je le sais, que ça n'est pas possible en islam. Non, je suis d'accord avec vous sur la question de la prépuberté. Deuxième élément, sur la question du divorce et de la répudiation, la femme, elle a le droit à demander le divorce. La question de la répudiation et la façon dont les choses sont faites aujourd'hui dans la quasi-totalité du monde musulman, je considère que c'est une chose à réformer et à changer complètement. Remise en cause. Mais je l'ai écrit, ça, madame. Deuxième élément. Mais bien sûr qu'il faut réformer. Mais madame, mais arrêtez de votre arrogance occidentale ici de dire mais c'est quoi ça? Mais regardez ce que vous êtes. Regardez, réformer, mais oui, mes amis, mais oui, on réforme les sociétés, on les regarde pas de haut avec la façon dont vous les regardez en disant c'est comme ça que ça se passe. Non, attends. Mohamed Sifawi, c'est de l'arrogance occidentale, ce journaliste. Arrêtez d'intervenir sur notre sujet. Deuxième élément. Fille de la République, tout simplement, et fille de la laïcité. Fille de la République. Et votre discours est insupportable pour des laïcs et pour des républicains. Écoutez, il est insupportable. Mais vous voulez pas il entendre. introduit dans le débat républicain des problèmes religieux. Et nous en sommes, vous et moi, à discuter des points de l'islam et du Coran. Madame Wenger, on va laisser terminer, puis je crois que vous voulez... Avec ou sans moi, toutes les constitutions doivent régler des questions religieuses et on est obligé de le faire. Contre la question de la répudiation, contre la question de l'esclavage, contre l'excision, et contrairement à ce que vous dites qui est un mensonge, je me suis opposé et je me bats en Afrique contre l'excision. Troisième élément, vous citez la question. Dans vos conférences. Je cite une tradition et je mets en évidence que cette tradition, elle est non vérifiée et qu'on ne doit pas considérer l'excision. L'excision n'est pas islamique. Mais qu'est-ce que vous dites après? L'excision n'est pas islamique. Non, ça suffit. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'ai demandé à ce qu'on passe la cassette, on ne peut pas la passer. À condition de passer légèrement sur le sexe. C'est comme pour la legislation. Je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. J'ai la traduction littérale. Tariq Ramadan dit effectivement l'excision n'est pas une pratique islamique. Je vous remercie. Non, avant et après, c'est la même chose. Je l'ai regardé, on va le regarder ensemble tout à l'heure. Mais Simplement, madame, j'aimerais dire une chose, parce que j'aimerais vous dire une chose, et ça n'est à aucun moment pour vous flatter, mais je veux dire une chose avec force ici. Je dis partout dans le monde musulman que si je crois, moi, personnellement, que l'islam en tant que tel n'a pas un problème et ne devrait pas avoir un problème dans les lectures proposées avec la question de la femme, toutes les sociétés musulmanes, sans exception, aujourd'hui,
produisent de la discrimination à l'endroit des femmes et qu'il faut se battre. Ça, je le dis avec vous et je le dis aussi dans les communautés. Et j'en arrive, à partir de cette discussion-là, arriver à quelque chose que M. Scheller a dit. Je ne sais pas s'il a lu mon dernier livre, Musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam. Je me bats pour les valeurs communes. Je me bats pour qu'on arrive à sortir de nos ghettos intellectuels et de nos spécificités. Je ne me bats pas pour accroître les différences, mais mettre en évidence les espaces de convergence. Monsieur Basset, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, il me semble qu'on a une belle illustration de cette difficulté et de se comprendre. Et aussi, je reprends ici le titre de l'émission, la question du danger. Parce qu'il y a danger pour ceux qui ne veulent pas bouger. Et ceci à l'intérieur de la communauté musulmane. Et parler de réforme, c'est pas innocent dans l'histoire récente du monde musulman. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est le lieu d'un vaste débat. Et dans la lecture qui est faite, vous parlez d'intégrisme, dans la lecture que Tariq Ramadan fait du Coran, il est de loin pas littéraliste. Alors c'est vrai qu'il prend au sérieux le texte et que ça crée une situation de tension en vue de solutions nouvelles à trouver. Je crois que là, un des enjeux, c'est de précisément donner du temps, parce que c'est pas en une émission ou même en quelques années qu'on va aller vers cette évolution. Prendre le temps de bien comprendre les enjeux. Je pense l'exemple de la femme qui a été évoquée. Des femmes, de grâce, monsieur. Des femmes, il y en a plusieurs. Non, tout à fait. Le statut de la femme, la citation qui était faite par M. Scheller de la supériorité de la femme par rapport à l'homme, voilà un texte. C'est l'inverse. La supériorité de l'homme par rapport à la femme. En l'occurrence. Oui. Oui, mais enfin, son discours, donc, laissons le temps du cheminement et de la il est dans le Coran et qu'à partir de là, il faut tout un travail. Mais on va trouver aussi des textes discriminatoires dans la Bible ou dans d'autres. Ils ont tous la même origine. Alors moi, j'aimerais qu'on passe pour terminer. Sur la religion, ça vaut mieux. Voilà, sur ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a eu un long temps d'évolution de la part notamment du christianisme, alors qu'on est à ce moment à un tournant. Par rapport à ce face-à-face, je reprends l'expression de Tariq, où il faut qu'on crée des conditions de compréhension. Et c'est vrai que c'est pas facile. Madame Djanada est en duplex avec nous, toujours de Sion. Françoise Djanada, vous êtes chef du service du Bureau des étrangers en Valais. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit sur ce plateau depuis le début de l'émission, qui illustre un petit peu ces tensions aujourd'hui que vous constatez, vous, sur le terrain, entre certains musulmans et la société laïque. Vous êtes connu pour avoir un discours très ferme sur les conditions que doivent respecter toutes les communautés étrangères, mais musulmanes, pour vivre en Suisse. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à ajouter ou à commenter sur ce qui s'est dit ? Écoutez, j'aimerais tout d'abord confirmer que M. Ramadan est vraiment le champion de la rhétorique et qu'il est très bon pour le boniment. Moi, je pense que les fabricants de cigarettes pourraient en réalité lui proposer du service parce qu'il arriverait à vendre ce qui n'est pas forcément bon pour la population. Maintenant, j'aimerais revenir, excusez-moi, c'est un préambule. Je suis sur le terrain, effectivement. Je suis sollicitée parce que je dois m'occuper de politique d'intégration, faire un concept, l'appliquer, et je rencontre des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes. La femme musulmane nous appelle, les musulmans modérés nous appellent en disant « mais autorités suisses, faites quelque chose, ne laissez pas le fondamentalisme s'installer ». Des lois sont appliquées différemment déjà selon la communauté dont on est issu. Je crois que ce n'est pas du tout ce que souhaite notre système démocratique pour lequel l'état de droit est une chose fondamentale. Pour nous, l'égalité devant la loi, c'est-à-dire une loi faite pour tout le monde et qui s'applique à tous, c'est une valeur sur laquelle je crois qu'on ne doit pas transiger. Là-dedans, bien évidemment, il y a aussi l'égalité des hommes et des femmes, il y a l'intégrité corporelle des enfants, il y a l'accès aux soins pour des femmes dont j'ai des exemples très précis à vous donner, elles n'ont pas accès aux soins. Il y a la répudiation, la polygamie, les mariages forcés. Dans certaines communautés, notamment dans les Balkans, les mariages forcés sont monnaie courante. Ça s'applique même à des jeunes hommes et pas seulement aux jeunes femmes. Alors, je veux dire que nous sommes une société dans un état de droit, nous voulons nous donner des règles du jeu, et je crois que la société d'accueil, qu'est la société suisse, doit fixer ces règles du jeu, doit faire un mini-catalogue ou un catalogue de ce qui lui paraît essentiel dans sa société, ce qu'elle entend défendre, et je pense que les personnes qui viennent de l'extérieur doivent s'engager à respecter ces valeurs fondamentales. Je cite encore une chose, on a entendu un mini-débat sur la laïcité. La Suisse n'est pas la France et n'a pas la laïcité républicaine française. Par contre, la Suisse s'est constituée avec des guerres de religion. Et la Suisse, c'est encore aujourd'hui un équilibre
et un équilibre qu'on recherche tous les jours entre deux communautés chrétiennes qui sont les catholiques et les protestants. Et c'est d'ailleurs pour permettre la cohésion sociale et la fin des guerres civiles qu'en 1876, on a retiré la gestion des cimetières aux églises et qu'on en a fait un cimetière laïque. Alors là, c'est un cimetière laïque, c'est-à-dire populaire, chacun ayant droit à la même sépulture. Aujourd'hui, je crois que très clairement, notre société suisse qui veut vivre dans sa mémoire collective et sa cohésion nationale doit exiger que le cimetière reste une affaire laïque et le même cimetière pour tous. Le port du voile, c'est pareil. J'aimerais encore ajouter le port du voile parce que c'est quelque chose de très important. C'est aussi un signe, comment dirais-je, identitaire qui s'oppose à l'intégration du port du voile. C'est aussi en violation de la neutralité confessionnelle parce que c'est signaler vraiment la religion et l'appartenance confessionnelle. Madame Djenada, vous permettez juste que je vous pose une question. Madame Djenada. Et c'est encore affirmer une position inférieure de la femme dans la société. En gros, je crois qu'on doit éviter le communautarisme et qu'on doit fixer des règles du jeu indispensables dans la société occidentale et suisse, puisque nous sommes en Suisse, afin de rassurer toutes les communautés, y compris les communautés musulmanes modérées qui nous le demandent. Madame Djenada, on va laisser Tariq Ramadan vous répondre et bientôt conclure. Est-ce que vous avez l'impression que monsieur Ramadan conteste ce catalogue du bien vivre en Suisse pour les communautés étrangères ou musulmanes? Écoutez, mon propos, c'est de défendre ce catalogue et de défendre les idées. Ça n'est pas d'essayer de demander à M. Ramadan si sur telle virgule ou sur tel mot il est d'accord ou pas. Parce que je pense qu'on lui donne beaucoup de place ici et que s'il a des positions que je n'admets pas toujours, je ne connais pas tous ses écrits, je ne l'ai pas côtoyé d'assez près pour savoir si c'est le plus grand danger. Mais en tout cas, je peux vous dire que les théories et ce qui se dit aujourd'hui dans nos centres culturels islamiques, ce sont des mots violents, ce sont des appels plutôt à la non-participation à la société occidentale et plutôt au rejet de l'Occident, et ça, je le conteste sur notre territoire. Alors, merci beaucoup, Madame Djenada. C'est une parole de quelqu'un qui pratique le terrain. Je vous laisse répondre. Oui, moi j'aimerais dire deux choses. La première des choses, c'est qu'elle met en évidence, elle a utilisé le mot peur. Et je crois que, et c'est ce que je dis dans les communautés musulmanes, on est dans l'obligation aujourd'hui de constater, de reconnaître et de ne jamais nier la peur qu'il y a autour de nous. Et ça vient en Suisse aujourd'hui. On a pu le voir avec ce que moi j'ai trouvé scandaleux, avec la façon dont on l'a stimulé, cette peur, par la campagne de l'UDC. Mais c'est une réalité. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons à tenir un discours extrêmement clair en tant que citoyens suisses de confession musulmane. La Constitution suisse, elle est ce à quoi on doit le respect, on doit être lié par ceci, et en fait, de faire tout le travail d'éducation à l'intérieur des communautés musulmanes pour comprendre les latitudes qu'offre cette Constitution. Elle offre à tous les musulmans la possibilité de vivre en tant que musulmans et de mettre en évidence la citoyenneté et la résidence. Alors, par exemple, sur la question des mariages forcés, il faut que nous tenions un discours clair. Ça n'est pas islamique. Sur la question, justement, de ces mariages qui se font ou de ces soi-disant contrats islamiques sans respecter les contrats civils de mariage, ça n'est pas possible. Et là, nous devons effectivement, nous, faire un travail. Donc moi, je suis tout à fait conscient. Et j'aimerais vous dire que depuis des années, ce travail à l'intérieur des communautés musulmanes, il se fait. Nous sommes au début d'un processus en Suisse. C'est différent de la France, c'est différent de l'Allemagne, c'est différent des autres pays, parce que nous avons une communauté qui est récente, qui arrive. Donc je comprends et je souscris à ce travail-là. Mais j'aimerais aussi qu'on fasse extrêmement attention, par des émissions comme celle-ci ou par des livres comme... je ne compare pas l'émission au livre, mais je veux dire par là que le livre ou la campagne médiatique qui l'accompagnait, moi, me pose un problème parce qu'elle alimente ces peurs et qu'elle ne permet pas la véritable audition fondamentale de ces possibles rencontres, de ces valeurs communes, de cette citoyenneté commune. En insistant sur la peur, on crée les fractures. Alors, Lionel Favreau, est-ce que vous avez été convaincu par ce discours extrêmement conciliant, tolérant, de pont entre les communautés, ce discours que Tariq Ramadan... Non, moi j'ai retrouvé le Tariq Ramadan tel que j'ai pu le découvrir au cours de mon enquête, c'est-à-dire extrêmement charmeur quand il est sur un plateau télévisuel, et beaucoup plus radical quand il se retrouve dans un public différent. Alors aujourd'hui, vous dites les gens jouent sur la peur, mais vous-même, vous avez une part de responsabilité, puisque vous allez au-delà de jeunes de confession musulmane habitant en France ou ailleurs, qui sont en voie d'intégration, vous leur dites attention, le Coran dit ça, le Coran dit ci, telle pratique, c'est pas islamique. Quand tu vas acheter quelque chose, essaye de voir si tu peux l'acheter de préférence chez un musulman. Jamais dit ça. À compétence égale en politique, on peut imaginer qu'on peut voter musulman. Alors vous allez me dire, je ne l'ai pas dit, gna 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 gna.
Attendez, c'est trop facile. Oui, exactement, parce que j'ai jamais dit ça. C'est trop facile. Vraiment, on en est là. Vous êtes un bonimenteur. Votre lecture. Vous êtes un bonimenteur. Citez vos sources, monsieur, mettez les pages. Pourquoi vous ne mettez pas les pages? Je vous ai cité les sources, je vous ai cité ces cassettes. Une question sérieuse. Pourquoi vous ne mettez pas les pages? Pourquoi vous ne mettez pas les pages de vos citations? En quoi ça vous dérange? Je comprends. Mais parce que c'est un minimum de travail. C'est un minimum de travail, la page de la citation. Pourquoi elle n'existe pas? En quoi ça vous dérange? Ça me dérange parce que je ne peux pas vérifier. Ah, parce que vous ne connaissez plus vos livres? Non, pas moi, mais n'importe qui aimerait vérifier. Bon. C'est minimum. D'accord. C'est l'ABC de l'honnêteté. Vous devriez être bibliothécaire. Alors, l'un et l'autre qui s'accusent d'imposture. En tout cas, je pense que M. Ramadan, pour terminer, alimente l'islamophobie en donnant de l'islam une vision complètement rétrograde. Et je vais vous dire une chose. Oui, simplement une chose. Conclusion. Écoutez, c'est ma conclusion. Depuis 20 ans, et ce pourquoi maintenant, il y a un vrai problème, et je comprends la peur. Mais aujourd'hui, ces jeunes qu'on appelle toujours jeunes, infantilisant ces musulmans en France ou en Europe, sont en train de venir sur la scène. Ils sont maintenant dans les universités, maintenant ils sont dans la vie sociale. Et vous savez ce que vous dites, vous, c'est qu'on leur reprochait hier d'être communautaristes. Mais maintenant qu'ils viennent dans la société, on dit qu'ils font de l'entrisme. Mais laissez-les être des citoyens, laissez-les être des femmes et des hommes, et qui vous disent une chose, je suis musulman, je suis français. Votre idée, c'est de modifier le système de l'intérieur. Non. Votre idée, c'est de modifier le système de l'intérieur. Ça, c'est une projection de la propagande. Mais j'ai pas fini, monsieur. C'était mon mot de la fin. Alors, on va vous interrompre sur les mots de la fin, puisque l'émission se termine. C'est de faire de l'endoctrinement des masses. Sur le mot de la fin, cher ami. Essayer de modifier le rapport de force. Ça, vous ne l'avez même pas prouvé. Le mot de la fin, Tariq Ramadan. Le mot de la fin. Vous ne l'avez pas prouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je dis. Vous êtes dans le dénigrement, la négation. Vous ne répondez jamais vraiment aux questions. Alors, je vais vous dire une chose. Citoyens d'Europe, de confession musulmane, aujourd'hui, j'affirme avec force que c'est possible, que les constitutions, nous les respectons. Et je vais même vous dire une chose. Pour aujourd'hui et pour l'avenir, ces musulmans d'Europe vont effectivement apparaître. Il faudra les respecter dans leur choix. Alors, deux livres pour mettre tout le monde d'accord et pour faire une opinion. 2 livres, Tariq Ramadan dévoilé, on l'a dit, donc l'ouvrage, l'enquête de Lionel Favreau. Merci d'être venu. Et puis Tariq Ramadan, peut-on vivre avec l'islam? Entretien avec Jacques Nérin qui est déjà sorti, ce que je crois. Et je crois que vous préparez aussi un ouvrage qui va sortir. Un ouvrage d'entretien, oui. Très prochainement. Merci en tout cas à tous nos invités en duplex de Sion, ici en plateau. Cette émission sera rediffusée cette nuit à 1h55 sur TSR2, vendredi à 10h30 et à 15h. Et puis la semaine prochaine, un tout autre thème, c'est le cas de le dire, l'homosexualité qui s'affiche un peu partout. On parle de Pax en Suisse, une nouvelle chaîne de télévision qui est apparue en France, un manifeste aussi pour l'homoparentalité, donc l'adoption d'enfants par les couples gays. Et vous retrouvez pour débattre de ce thème Michel Zindali. Très bonne soirée à tous, à bientôt.